Ah la Vendée, ses brioches, son puits du Fou, sa pluie et ses empreintes de dinosaures. Attends, quoi? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo sur les sorties géologiques des L1. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour explorer une plage sur la côte vendéenne, non loin de Jars-sur-Mer. Le site est protégé et classé Natura 2000 depuis 2009. Si vous vous y rendez, s'il vous plaît, respectez le lieu et ne faites pas de prélèvement. Je vous en reparlerai un peu plus tard, mais vraiment soyez responsables si vous y allez. Par la suite, nous visiterons aussi un deuxième lieu qui se trouve un peu plus loin, sur une falaise cette fois pour observer une magnifique discordance. Comme la dernière fois, je vous rappelle qu'il faut toujours demander l'autorisation avant d'aller sur un terrain privé, et donc forcément renseignez-vous pour savoir si le lieu est privé ou non. Mais même si le lieu est public, méfiez-vous, il faut quand même demander l'autorisation à la mairie dans la plupart des cas. Aujourd'hui, il s'agit d'un lieu public, mais vérifiez quand même quand vous avez un doute. Et respectez les lieux, bien évidemment. Et encore une fois, n'allez pas seul sur le terrain. Surtout qu'aujourd'hui, on part d'une falaise, et pour y aller personnellement, ne vous approchez pas trop du bord. Les falaises calcaires sont parfois traîtres, et de nombreuses fractures sont visibles. Donc pas d'imprudence, et surtout qu'à plusieurs, c'est plus intéressant. Bon, je vous laisse ici pour les consignes de sécurité, j'ai déjà parlé des autres consignes dans la précédente vidéo. Donc maintenant, commençons notre voyage. Donc nous nous retrouvons en Vendée, par un temps pluvieux, mais armés de nos bottes, de notre impair et de notre courage, nous partons à la découverte du Jurassique inférieur. À peine arrivés sur la plage, nous remarquons un panneau qui nous indique clairement que le site est protégé, et qu'il vaut mieux ne pas déroger à la règle. Je vais beaucoup me répéter, mais c'est important, le site est protégé et ce n'est pas pour rien. Le panneau interdit le prélèvement, alors merci de le respecter si vous y allez. Le site nous intéresse pour ses couches fossilifères datant de l'Étangien. Mais il y a aussi sur ce site des éléments appartenant au domaine de l'archéologie, avec des pièges à poissons. Revenons aux couches de l'Étangien. L'Étangien est le premier étage du Jurassique, il y a 201 millions d'années, et ce détail a son importance, mais je reviendrai dessus plus tard. Pour commencer, nous allons observer l'estran d'en haut. L'estran correspond à la zone de balancement des marées. Et vous pouvez voir des... Je fais un premier plan. Oui mais non. Surtout des délimitations créées avec des galets au loin. Ce sont les traces archéologiques dont je vous ai parlé. Ce sont des écluses à poissons. Lorsque le niveau d'eau baisse avec la marée, les poissons se retrouvent piégés et il ne reste plus qu'à les ramasser. Maintenant, passons à la géole. Nous retrouvons sur ce site un grand nombre de fossiles. Des fossiles de stromatolites. Les stromatolites sont des constructions discoïdes ou mamelonnées dues à des cyanobactéries. Les cyanobactéries sont des bactéries prokaryotes le plus souvent filamenteuses, surtout d'eau douce, mais aussi marines, pouvant former des incrustations calcaires de formes diverses comme les stromatolites ou les oncolites. Le site nous présente aussi des amas de spongiaires, des ichnofossiles de terriers, comme ici des thalassinoïdes. Les thalassinoïdes sont des terriers branchus. Le terme thalassinoïdes correspond à un ichnogenre. Je reviendrai sur ce terme quand je parlerai des empreintes de dinosaures. En dehors des fossiles, on retrouve des figures sédimentaires, comme ces magnifiques cryptes de courant. Et en géologie pure, on peut observer les strates sur toute la plage, qui sont juste splendides. Regardez-moi ça, je ne m'en lasse pas. Si je n'étais pas passionné de dinosaures, je serais resté toute la journée à les regarder. Le fait d'écrire cette vidéo me donne envie d'y retourner. Je ferai peut-être une vidéo plus complète sur ce site, en faisant des relevés et en détaillant chaque couche en détail. Minute l'épidoptère. Ne fais pas de promesses. Déjà que la dernière vidéo remonte à 6 mois alors que tu n'avais rien à faire. Si tu fais ça, ça va arriver dans 3 ans. Mince, j'ai réfléchi dans mon script. Bref, passons. On retrouve également de grandes fractures remplies de calcite à certains endroits. Comme vous le voyez, elles sont massives. C'était l'observation inutile de ma part. Continuons. Maintenant que j'ai parlé de tout ça, je vais aborder les empreintes de dinosaures. Conserver le watch time, check. Il y a environ 3000 empreintes qui ont été recensées sur ce site. Malheureusement, il y en a moins aujourd'hui, car des personnes peu scrupuleuses, pour rester polies, ont dégagé des empreintes à la scie circulaire. Ne me demandez pas comment ils ont réussi à trouver une prise, une rallonge assez grande, trouver le bon créneau pour les marées, ne pas réveiller ni alerter les voisins, dissocier l'empreinte des couches inférieures et transporter ce gros bloc de grès qui pèse son poids. Et tout ça sans se faire prendre. Honnêtement, avec autant d'énergie, il pourra faire tellement de choses.
Avec 47,56 fois moins d'énergie, j'ai trouvé une solution légale pour avoir sa propre empreinte de dino chez soi. Un moule. C'était si compliqué? Tout ça pour dire qu'il faut respecter les sites géologiques. D'ailleurs, tous les sites, hein. Mais là, on parle de géol. Les empreintes de ce genre sont rares. Bon, c'est pour ça que ces individus essayent de les récupérer. Mais ce n'est pas une raison. Déplacer un fossile lui retire toutes ses informations. C'est pour ça que lorsqu'on est pro, on fait des relevés sur le terrain, on prend des notes, des photos, pour immortaliser le fossile dans sa roche d'origine et conserver ces informations pour pouvoir l'étudier. Pour ce qui est des empreintes, ça sert vraiment à rien de scier la roche. Déjà parce qu'il y a un risque de briser la plaque et de détruire le fossile, et une empreinte seule ne sert à rien. Il y a des pistes de plusieurs empreintes, et si on en enlève une, on perd l'information sur le déplacement de l'animal. Et à la base, c'est l'information la plus importante d'une piste fossile. Bon, je ne vais pas m'éterniser parce que sinon ça va être trop long. Donc parlons des empreintes à proprement parler. Regardez leur taille. Certaines ne font qu'une dizaine de centimètres, mais d'autres comme ici font presque 50 centimètres. Pour vous donner une idée, il y a un calcul simple permettant d'estimer la taille du dinosaure en question. Déjà, il faut identifier à quel groupe il appartient. Nous avons ici une empreinte tridactyle typique d'un théropode. Après ça, il faut prendre la taille de l'empreinte et la multiplier par 4,9 car il s'agit d'un grand théropode. On obtient une valeur de 245. Ce théropode avait donc une taille de 2,45 mètres à la hanche à peu près. En comparaison, le Ceratosaurus nasicornis mesure 3 mètres à la hanche et mesure jusqu'à 6 mètres de long. Il n'est donc pas illogique de penser que notre dinosaure mystère mesurait dans les 5 mètres de long. De plus, on ne sait pas s'il s'agissait d'un individu adulte. Un autre exemple qui correspondrait davantage à la morphologie est le Dilophosaurus waterili. Du haut de ses 2,50 m, il mesurait entre 6 et 7 mètres. Tout à l'heure, je vous ai dit que ces couches datent de l'étangien. Il y a 201 millions d'années, ce qui correspond au tout début du Jurassique, au premier étage même. Quand j'ai vu les empreintes, ma première pensée fut « Mais c'est trop bien, des empreintes de dinosaures !» Mais le plus intéressant, c'est ma deuxième pensée. Attends, elles sont vachement grosses ces empreintes pour le début du Jurassique. Je ne suis pas un spécialiste des dinosaures du Jurassique inférieur, mais je sais qu'à cette période les dinosaures étaient encore récents. Pour vous donner une idée, l'Eoraptor lunensis, qui a été découvert en Argentine, est l'un des plus vieux dinosaures connus. Et il date du Trias supérieur. Il y a environ 230 millions d'années. Donc 30 millions d'années les séparent. D'un point de vue géologique, c'est très proche. Et l'Eoraptor mesurait seulement 1 mètre. Tout à l'heure, nous avons estimé que notre dinosaure mystère pouvait faire dans les 6 mètres, donc beaucoup plus gros que notre petit Eoraptor. Nous sommes en présence d'un prédateur qui devait être au sommet de la chaîne alimentaire, et qui ne devait pas avoir d'autres ennemis qu'un autre spécimen de son espèce plus gros. Pour ce qui est de l'identification, il n'est pas possible d'attribuer une empreinte à un animal si on ne retrouve pas l'animal mort au bout de la piste. Donc on attribue généralement des ichnogenres ou des ichnotaxons. Ici, elles sont attribuées à Eubronte. Eubronte, c'est le terme justement, je vous ai parlé, des ichnofossiles. Donc il n'est pas relié directement à un animal connu. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Dilophosaure, et on attribue certains Eubrontes à Dilophosaurus. Mais personnellement, j'aime bien relier ces Eubrontes à un dinosaure ressemblant au genre Liliensternus liliensterni. C'est un théropode d'environ 5 mètres qui a vécu à la fin du Trias entre 227 et 201 millions d'années, et qui a été découvert en Allemagne. Il est possible qu'une espèce apparentée à Liliensternus soit venue en Vendée pour nous laisser ses empreintes. Attention, je ne dis pas que c'est un Liliensternus qui a laissé ses empreintes. Dans l'état actuel des choses, il est impossible de relier ces Eubrontes à une espèce connue. Comme je l'ai dit, pour ça, il faudrait trouver l'animal mort au bout de la piste. D'autres empreintes résident sur cette plage, mais je ne les ai pas observées de mes yeux et je n'ai donc pas de photos. Toutefois, il y a comme autres ichnotaxons d'empreintes, Talmontopus, Anatopus, Saltopoides et Gralator, qui sont attribués à des dinosaures. Mais il y a aussi des Batrachopus et des Deuterium qui ont été relevés. Ces deux ichnotaxons sont attribués à de petits reptiles. Avant de terminer la vidéo, nous allons partir de cette plage pour aller sur une falaise à Jars-sur-Mer. Ici, vous pouvez observer une magnifique discordance angulaire. La falaise se découpe en deux grandes zones. En bas, avec les couches inclinées, vous avez des strates qui datent du Paléozoïque. Cette couche correspond au socle hercynien, entre 325 et 280 millions d'années, donc au massif armoricain. Et sur le dessus, des couches horizontales qui datent du Jurassique inférieur et appartiennent au bassin parisien. En effet,
Sur cette falaise, le contact entre le massif armoricain et le bassin parisien est visible. Dit comme ça, pour certains, c'est pas ouf. Mais si je vous montre une carte géologique de la France, comme ça, vous allez comprendre. Vous avez ici ce qu'on appelle communément le massif armoricain. Il date du Paléozoïque, donc il est vieux. Et ici, vous avez le bassin parisien. Les couches les plus vieilles du bassin parisien datent du Trias. C'est vieux aussi, mais moins. Donc maintenant que vous avez une meilleure idée de ce que vous avez sous les yeux, vous comprenez mon enthousiasme. Le contact entre deux grandes unités géologiques de la France. C'est fascinant et magnifique. Vous rendez-vous compte? En bas, vous avez le socle de la chaîne hercynienne, une chaîne de montagnes vieille de 300 millions d'années qui a été érodée, suffisamment pour finir sous le niveau de l'océan, permettant aux couches du Jurassique de se déposer dessus il y a 200 millions d'années. Le travail d'un géologue, c'est de remonter le temps à travers les roches. Et quand je vois ça, je vois une incroyable succession d'événements qui ont permis d'aboutir à ce paysage grandiose. La chaîne hercynienne, ou varisque, a commencé son orogénèse au Cambrien et a connu sa fin au Permien. À partir du Permien, l'érosion fut la seule compagne de la chaîne varisque. Mais avant cela, c'était l'une des chaînes de montagnes les plus imposantes. Elle séparait la Pangée en deux. La Pangée, c'est ce supercontinent qu'il y avait avant les dinosaures. Le terme de Pangée vient du latin pan signifiant tout et gé signifiant terre, d'où le terme de Pangée, toute la terre. Pour revenir sur les couches présentes sur le bas de la falaise, je ne sais pas de quand elles datent précisément. Néanmoins, on sait qu'elles ont entre 325 et 280 millions d'années. C'est une grande fourchette de temps, mais ça vous donne l'idée du temps qui sépare les deux couches. Comme les couches supérieures datent de l'étangien, il y a 100 millions d'années qui les séparent. C'est incroyable! Les couches paléozoïques sont composées de roches métamorphiques, plus précisément de métaschistes en majorité, avec des niveaux gneissiques. Ces roches sont bien évidemment beaucoup plus complexes, et il faudra en parler pendant des heures. Mais si ça vous intéresse, je vous mettrai des liens en description. Nous avons vu aujourd'hui deux magnifiques sites géologiques, qui sont protégés, je le rappelle. Merci de m'avoir écouté pendant ces 3 vidéos sur les sorties des L1. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez des idées pour de prochaines vidéos. C'était Val, bonne soirée et à la prochaine. Mais chute la chaise. Toutefois, il y a comme autres ichnotaxons d'empreintes, talmot... Mais il y a aussi des batraco... Et donc forcément, renseignez-vous pour savoir sa tête-gorge. On retrouve également de grandes fractures remplies de calcite à 500 ans. Mais personnellement, j'aime bien relier ces eubrontes à un dinosaure ressemblant au genre Liliensternus. C'est un théropode d'environ 5 mètres qui a vécu à la fin du Trias, il y a 190 millions d'années, et qui a été découvert en Allemagne. Attends, j'ai fait un faux raccord là.